Bonjour, on est le 3 septembre 2020, jeudi 3 septembre 2020, avec une météo qui semble petit à petit se rafraîchir. On remarque l'entrée du mois de septembre, qui est aussi l'entrée sociale. Euh, et sur ce, on a quand même un temps couvert, hein, avec des pluies qui ne se décident pas à tomber, mais malgré tout, on a une couverture du ciel avec des nuages qui apparaissent. Et voilà, mais sinon le temps est plus ou moins valable. Je vous propose ici un exercice de calorimétrie. Je vais vous le lire. Donc on a un apport de chaleur de 10 calories, 10 kilocalories, je m'excuse, hein, 10 kilocalories parce qu'il y a le 4 devant, c'est 10 kilocalories. Voilà, un apport de chaleur de 10 kilocalories est fait à un échantillon de bois. Un échantillon de bois. Voilà, donc on sait bien qu'on a affaire à une matière qui est une substance qui est connue, qui est le bois. Donc pour ça, on apporte une quantité de chaleur, c'est-à-dire que c'est le milieu extérieur qui va fournir de l'énergie de type thermique qui est de 10 kilocalories. Alors, cette quantité de chaleur, on va la faire chauffer, une substance, mais qui dit substance dit corps, qui dit corps dit masse. Et donc, on va faire apporter une quantité de chaleur à une masse de 1 kg. Et on trouve que sa température, quand on fait évoluer la chaleur d'une chaleur d'un état 1 à un état 2, bien qu'à une masse donnée, M qui est un invariant, ben on trouve que la température va varier. C'est tout à fait normal. C'est une relation de cause à effet, j'ai déjà expliqué ça. Et cette température va passer de 20 à 44 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a apporté de la chaleur. On a apporté une quantité de chaleur à un corps de masse M et qui constitue une substance donnée qui est un corps donné, qui est le bois, ici. Et la question, c'est de savoir quelle est la chaleur massique de ce corps. Et alors, en finalité, vous pourrez aller voir, sur Internet, la chaleur massique du bois. Et vous pourrez comment on appelle ça, la comparer. Vous pourrez la comparer à la valeur qu'on va calculer ici dans le voilà, dans l'exercice. Je vais calculer une chaleur massique. J'aurai un résultat et c'est à vous d'aller voir sur Internet que le bois possède cette valeur de chaleur massique. Bien sûr, il y a différents bois. Bon, c'est un bois donné. Ici, c'est un bois bien précis. Bon, pour ça, je stocke ici les valeurs. Donc j'ai 10 kilocalories. Je vais vous dire pourquoi je vais stocker. Hein. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo quand elle va avancer pourquoi j'ai stocké ça ici. Pour ne pas les perdre, parce qu'après je vais faire des petits calculs complémentaires par rapport à cet exercice. Et vous allez comprendre certaines choses au niveau de la calorimétrie, déjà au travers de cette vidéo. Mais pour ça, il faut que je stocke ces données. Donc, c'est-à-dire que j'ai une variation de chaleur de 10 kilocalories, ben, je l'indique ici. La température T1 est de 20 degrés, la température T2 est de 44 degrés, et la masse est de 1 kg. Et donc, on comprend qu'il faut chercher la chaleur massique, la chaleur spécifique, ou encore voilà, du bois. Alors, pour ça, je vous rappelle la notion de système. On part d'un système. On part d'un système. Et on a le milieu extérieur. Bon, là, on a un milieu extérieur et le système. Il va y avoir des interactions entre le milieu extérieur et le système. Des interactions de quoi? Je vous ai déjà expliqué. De force. On va avoir des interactions de force.
On peut avoir des interactions d'énergie de tout type, nucléaire, éolien, chimique, électrique. Bon, il y a tout, autant on a des forces de différentes natures, autant on a des énergies de différentes natures. Et autant on a des paramètres qui vont interagir entre le milieu extérieur et le système. Donc il y a une espèce de vie là. On a une vie physico-chimique. Une vie physico-chimique, c'est-à-dire qu'on a un système dans un environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est l'univers. L'univers qui constitue tout ce qui n'est pas le système. Tout ce qui n'est pas le système est l'univers. Donc, il y a des interactions entre le système et l'univers. Bien sûr, il peut y avoir dans cet univers d'autres systèmes. Bon, on s'en fout. Nous, on a isolé un système pour étudier ce système-là. Et donc, il y a des échanges de matière, d'énergie, des matières, d'énergie, de tout type. Voilà, on peut, autant on a une panoplie de matière qui existe, autant il existe une panoplie d'énergie et une panoplie de force. Voilà, et donc on peut faire interagir différents types de forces, différents types d'énergie. Voilà, en fait, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Hein, on est bien, comment est-ce qu'on appelle ça, fourni. Le système est bien fourni en énergie, donc il peut interagir avec des énergies pour effectuer des travaux. Voilà, des travaux. Oui, il y a des échanges de travaux aussi. Hein. Des échanges de travaux, de force, de matière et d'énergie. Bon. Il s'avère qu'ici, on a un système qui est, voilà, un système pour lequel on va porter de l'énergie de type calorifique. Donc il n'y a rien d'autre comme type d'énergie. On n'a qu'une seule type d'énergie ici qu'on va étudier au niveau d'un bilan global qui est ce qu'on appelle de l'énergie thermique. L'énergie, l'interaction, la seule interaction ici, ben, c'est un système voilà, qui va faire interagir avec le milieu extérieur de l'énergie. Et justement, le milieu extérieur va apporter ici de l'énergie. On va apporter de l'énergie. Bon, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Que le système ici, avec son milieu extérieur, ben, il va évoluer, il va passer d'un état 1 ou d'une situation initiale, hein, une situation voilà, bien, ce système-là, il va évoluer. C'est-à-dire qu'il va avoir des transformations, il va avoir des variables. Il va avoir des variations. Voilà, il va avoir des variations. Donc là, on aura... Est-ce que le système sera le même? Mais non, puisqu'en fait, il y a des variations qui se sont produites, donc les paramètres ont changé. Donc, on ne parlera plus d'état 1 des situations initiales, mais s'il évolue, mais il va évoluer vers un état 2. Bien sûr, s'il y a variation, hein, parce que s'il n'y a pas de variation de variable, on ne peut pas dire que le système a évolué et le système est resté tel quel. Hein. Quand un système évolue, c'est parce qu'en fait, les variables ont changé. Il suffit d'une variable qui change. Voilà, il suffit d'une seule variable. Une seule variable peut changer. Bon, maintenant, quand on dit variable, il y a la variable indépendante. Moi, je parle ici de la variable indépendante. Hein. Parce que si on dit variable, c'est qu'elle est variable par rapport à quelque chose. Voilà, on peut avoir un système multivarié. Voilà, multivariable. Pour une fonction, on peut avoir une fonction de f de x, y, z. Bon, ici, c'est f de x, y égale f de x. Donc, ce qui dit variable, dit deux variables, fatalement, parce que la variable indépendante, variable dépendante. Donc, on a un minimum de variables. On peut avoir une fonction à plusieurs variables. C'est ça que je veux dire. On peut avoir f de x, y, z. Donc là, j'ai trois variables x, y, z. Et ce serait... Je l'ai indiqué, hein, vous allez comprendre ce que je suis en train de raconter. U, si j'écris U est égal à f de x, y, z. Voilà. Là, c'est une fonction à trois variables. Mais vous comprendrez que quand je dis trois variables, c'est les trois variables indépendantes x, y, z. Parce que la variable dépendante U est une variable aussi. Donc U dépend de x, y, z. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y a 4 variables. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc quand je dis qu'il y a une variable qui varie, la variable, quand je parle de variable, c'est la variable indépendante, dans ce cas-ci. Dans le cas du système thermique qu'on a en présence pour le type d'exercice ici. Voilà, pour ce type d'exercice-là. Ici, moi, on a des variables, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà.
je vais vous les montrer tout de suite, qu'est-ce qui va varier? Qu'est-ce qui va varier? Et donc, fatalement, il y a une variable, oui, mais il y en a un qui sera la conséquence et l'autre qui sera l'effet. Je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train de raconter. Voilà, donc moi, ici j'aurai une fonction U qui est fonction voilà, dans l'étude des chaleurs, ici, dans ce cas-ci, dans le cadre de l'exercice ici, j'ai U est égal à f de x. U est égal à f de x. Voilà, j'ai U est égal à f de x. Ou z, y est égal à f de x. Je peux mettre y. J'ai qu'une seule variable, indépendante, mais j'ai une variable dépendante. Alors, voyons voir quelles sont ces variables et qu'est-ce qui a évolué. Je vais vous montrer tout de suite, dans le cadre de cet exercice de thermodynamique, bien sûr, qui est donné ici, dont l'énoncé est là, que je vais traiter ceci, hein, c'est ça que je vais traiter. On voit bien que les températures vont passer d'une température T1 de 20 à 44. Voilà, de 20 à 44. Ce qui veut dire que l'état initial ici, on avait une variable qui valait T1. T1, elle va évoluer de 20 à 44. Voilà. Alors, la masse, on a une masse. C'est la calorimétrie qui nous dit ça. On va faire chauffer une masse. La masse est de 1 kg, 1 kg. Bon, mais la masse, vous savez très bien que c'est un invariant pour la pour le système calorimétrique ici. La masse est un invariant M. Et là, ça va rester M. La masse n'a pas varié. C'est pas ça qui a évolué. Dans le système qui a évolué d'un état 1 à un état 2, d'un état 1 à un état 2, voilà. D'un état 1 à un état 2, le système a évolué. Mais c'est pas la masse qui a varié. En tout cas, c'est du moins, ce qu'on sait ici, c'est la température. Alors, on sait bien qu'on a une substance et qu'on a une fonction, qu'on a un coefficient qui est dépendant de la substance, qu'on appelle la chaleur massique, ou la chaleur spécifique, CS. Mais le CS n'a pas évolué. Donc le CS est un invariant ici. Donc pour l'instant, la seule variable que je vous ai dit, c'est le... Quand je vous écrivais tout à l'heure, on a... Le système va dépendre de la température. Ah, mais c'est égal à quoi ça? Mais c'est égal à la chaleur. Donc on aura Q, ou plutôt, je dirais plutôt delta Q est égal à F de delta T, en fonction de la variation de température. Bon, et la loi elle est connue bien sûr. Hein. Cette loi elle est connue. Bon, c'est la loi de calorimétrie. Vous savez très bien que c'est delta Q est égal à M fois CS fois delta T. Voilà. Donc, quelle est la variable ici? La variable indépendante, c'est la variation de température, et la variable dépendante, c'est la variation de chaleur. Et la masse et le CS constituent des invariants. Donc, ce qui veut dire que là, on va voir une chaleur Q1 au départ, à l'initial, et en finale, on va voir une chaleur Q2. Bon, mais ici, il s'avère que c'est le contraire, hein, parce qu'en fait, ici on va chauffer un corps, donc on va apporter de la chaleur, on va chauffer un corps, et là, on aura une variation de température qui sera la conséquence du fait qu'on a fait élever la chaleur. Si la chaleur s'élève de Q1 à Q2, on a ce qu'on appelle une variation de chaleur, un delta Q. Delta Q qui est égal à, vous aurez compris, Q2 moins Q1. Voilà. Tout comme le delta T vaudra T2 moins T1. Voilà. Bon, mais c'est vrai qu'ici, on va chauffer. Chauffer, c'est une cause. À cause de la variation de chaleur,
mais on a un effet d'augmentation de température. À cause de l'augmentation de chaleur, on a une conséquence qui est une augmentation de température. Donc on a une relation de cause à effet où la cause est la chaleur et la conséquence est la montée de la température, montée de température. Donc on apporte de la chaleur, ben, voilà, le système va augmenter en température. Voilà. Donc on a bien un système qui a évolué d'un état 1 à un état 2. On passe d'un état 1 à un état 2. Pourquoi? Parce qu'on a des variations de variables. Variables dépendantes et indépendantes. Des variations de variables dépendantes et indépendantes. Bon, ici, si on fait varier la chaleur, ben, on a la température qui va augmenter. Voilà. Ceci étant dit, ben, on peut commencer, je veux dire, ceci. Le delta Q, il est directement donné. On donne directement un apport de chaleur, c'est le delta Q. C'est pour passer de Q1 à Q2. Voilà, c'est 10 kilocalories. Donc on sait bien qu'on a du bois ici comme substance. La masse c'est 1 kg. Et on trouve une variation de température qui va passer de 20 à 44. Voilà, on va passer de 20 à 44. Bon, et on demande quelle est la chaleur massique. Bon, avant d'entamer ceci, le calcul, j'ai encore quelque chose, des petites choses à vous dire. Tout d'abord, l'étude de la chaleur, c'est, vous l'aurez compris, et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est fait par bon, c'est un domaine qui étudie l'étude de la chaleur. C'est ce qu'on appelle, le domaine, c'est la calorimétrie, mesure de la chaleur, bilan de chaleur, calorimétrie. Généralement, on utilise un appareil pour ça, qu'on appelle le calorimètre. Et justement, c'est sur base du calorimètre que cet exercice-là va être établi. Alors, on apporte de la chaleur, c'est dans un calorimètre. Hein. On apporte de la chaleur à un calorimètre. Voilà, et on demande quelle est la chaleur massique. Bon, quelles sont les variables ou quels sont les paramètres? Bon, certains sont variables, d'autres sont... Voilà, quels sont les paramètres? En fait, un paramètre, bon, c'est pas le bon terme ici que je dois utiliser, parce qu'un paramètre, c'est quelque chose qui peut être variable et en même temps variable à certains moments et constant à d'autres moments. Voilà, c'est pas le bon, pas le bon terme. Ici, quelles sont les variables? Les variables, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui va varier? C'est la chaleur, c'est la température, c'est la chaleur et la température qui vont varier. Qu'est-ce qui va rester invariant, qu'est-ce qui va rester constant? C'est la masse et la chaleur massique. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a 4 grandeurs. Et la preuve, regardez bien, le delta Q est égal à M fois CS fois delta T. Donc, en comptant le M, c'est une grandeur, CS c'est une deuxième grandeur, delta T une troisième grandeur, et delta Q une quatrième grandeur. Bon, comment sont-elles reliées? Ben, par la relation que vous voyez là. Le delta Q, c'est la masse fois la chaleur massique fois le delta T, pris dans leurs unités. Bon, ce qui veut dire que la calorimétrie permet pas mal de possibilités. La calorimétrie permet de faire quoi? Ben, elle permet de calculer, connaissant la température, la masse et la chaleur massique, connaissant la température, la masse et la chaleur massique, on peut déterminer la chaleur. On peut déterminer la chaleur. En connaissant, bien sûr, les 3 paramètres que vous avez ici. Connaissant ceci, on peut déterminer la chaleur. Bon, ça c'est une possibilité. Donc la calorimétrie permet de rechercher les chaleurs. La calorimétrie permet de voir, via un thermomètre, quand on donne une certaine
On fournit une certaine chaleur au système. Ici, le système, c'est le calorimètre. Hein. On fournit une certaine température. On fournit une certaine chaleur, je m'excuse. Une certaine masse et une certaine chaleur massique. Ben, et on a en possession une certaine chaleur massique et une certaine masse de corps. Et qu'on fait évoluer une chaleur d'une certaine chaleur de Q1 à Q2. Donc les systèmes vont évoluer d'un état initial à un état final, peu importe ce qui se passe entre eux. Eh bien, on aura ce qu'on appelle, on peut déterminer la température. On peut déterminer la température. Bon. Donc, vous voyez qu'on peut déterminer la température, on peut déterminer la chaleur, et on peut mesurer la masse aussi. On peut mesurer la masse. Donc, on peut... Mais les balances permettent de mesurer les masses. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser un calorimètre qui est un petit peu plus complexe que... Voilà, qui est un peu plus complexe qu'une balance. Bon, on ne va pas mesurer les masses avec un calorimètre. Bon, on sait le faire, hein. On sait le faire, parce que... Pourquoi? Parce que si je prends un corps, je lui communique une chaleur et qu'il va avoir une variation de température, et que ce corps possède une chaleur massique, ben je sais trouver la masse du corps. Donc je peux rechercher la masse d'un corps au travers la calorimétrie. Mais les balances font ça. C'est un peu plus lourd de le faire par un calorimètre. Hein. Bon, je dirais même c'est très lourd. Donc on évitera de chercher les masses par calorimétrie. Mais la calorimétrie peut jouer le rôle de... voilà, s'il n'existait pas de balance de masse, ben, on pourrait le faire avec la calorimétrie. En connaissant la température, la chaleur massique, d'accord, on peut déterminer la masse du corps. Bon, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle peut faire aussi la chaleur massique? Bien d'autres choses, hein. Bon, il n'y a pas que ça. Bon, ici je vous ai mis 4 possibilités. Voilà. Voilà, là il y en a 4. On peut aller vers les changements d'état et donc chercher des chaleurs latentes de fusion et tout le tralali tralala. Donc, vous voyez comment on peut chercher des chaleurs latentes de fusion, on peut le faire avec le calorimètre. Mais le calorimètre, connaissant la température, la chaleur et la masse, on peut trouver la chaleur massique. On peut rechercher la chaleur massique. Et en changement d'état, on peut rechercher la chaleur latente de fusion, la chaleur latente de vaporisation, etc., etc. Donc vous voyez que la calorimétrie permet beaucoup de possibilités. Et bien, dans ce genre d'exercice-là, c'est justement le dernier cas de figure que je viens de vous montrer ici. Ben, il faut chercher la chaleur massique. Il faut rechercher quelle est la chaleur massique. Donc la calorimétrie, grâce à un calorimètre, permet de trouver ça. Voilà. Donc, voilà. Alors je vous rappelle que la chaleur massique, qu'est-ce que c'est? La chaleur massique, ben, c'est comme, on va dire, par analogie, je peux prendre le circuit d'un condensateur électrique. Un condensateur électrique, voilà, alimenté avec un certain potentiel. Ça c'est le condensateur. Je vais mettre une résistance électrique. C'est une bonne analogie que je vais donner par rapport au... voilà. Là, on a le potentiel ici qui est négatif. C'est une pile. Hein. Donc ça veut dire que je vais mettre de la tension continue. J'aurais pu mettre de l'autre tension, mais la réponse du signal au niveau du condensateur n'est pas le même si vous introduisez une source continue alternative en dents de scie ou peu importe. Donc le condensateur va répondre par rapport à ce qu'on lui donne au niveau de ce qui lui est fourni en charge. Voilà, les réponses ne sont pas les mêmes. Donc on peut étudier les différents types de réponses qu'on peut avoir. Mais ici, moi, je mets un signal qui provient d'une pile ou d'un générateur continu. Et ce générateur continu ben, fournit de la tension continue. Pour autant que je ferme le circuit. Et pour autant que la pile est chargée, bien sûr. Hein. Il faut les conditions, bien sûr. Voilà. Alors si je raccorde ici le moins du potentiel du générateur, bien sûr on a une force électromotrice E. Voilà.
les charges seront négatives ici, de ce côté-là. Les charges seront positives ici. Voilà. Et donc, elles seront positives ici. Parce que, enfin, positives pour autant que je ferme le circuit, bien sûr. Hein. Si je devais fermer le circuit, voilà. Si je ferme le circuit, voilà, je ramène des charges positives ici. Elles viennent d'où ces charges positives? Elles viennent de l'alimentation. L'alimentation, ici, bon, on possède du positif ici. Et ce positif-là, ce sont des électrons qui vont circuler ici. Pourquoi des électrons? Parce qu'on a affaire à, je dirais, un fil électrique qui est, on va dire, c'est un fil conducteur qui est un, comment on appelle ça, un solide. Parce que si on avait affaire à les porteurs de charge, ce sont des électrons, parce qu'on a affaire à des solides. Si vous avez des liquides, mais les porteurs de charge dans les solutions liquides, ce sont les ions. Ce sont les ions. Et dès le moment où l'ion rencontre des électrodes, à ce moment-là, il y a des échanges d'électrons avec les électrodes. À ce moment-là, il y a des électrons dans la partie solide. Mais dans la partie liquide, ce sont des ions. Par contre, ici, on a affaire à un solide pur. Donc ici, le conducteur est solide. Donc on a mobilité de charge. Donc les plus de l'alimentation vont passer ici pour aller ici. Les moins de l'alimentation vont circuler pour aller, vont avoir une certaine mobilité pour arriver ici. Toujours, je vous rappelle qu'un condensateur, ici c'est un isolant. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de courant qui passe dans l'isolant, parce que sinon, ça veut dire que le condensateur serait en fuite. Voilà, s'il y a un courant qui passe dans l'isolant, c'est que le condensateur a un courant de fuite. Et s'il a un courant de fuite, s'il est petit, c'est pas grave, mais s'il est trop grand, ça constitue une panne de condensateur. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'ici, qui est le générateur? Le générateur qui fournit de l'énergie électrique. Générateur. Bien, c'est le générateur qui fournit l'énergie électrique au condensateur. Ouais, je me suis trompé ici. C'est générateur, mais bon. Donc on a le générateur avec une force électromotrice E. Voilà. Et ici, on a le condensateur. Je vais vous expliquer pourquoi j'explique ça. Hein. Voilà. J'ai le condensateur ici. Et bien sûr, la résistance qui est ici, où je n'ai pas encore raccordé cette résistance. Ouais. Il m'a coupé le mot condensateur, mais enfin, bref. Les aléas. Voilà, je vais indiquer ici le condensateur. Voilà. Et ici, on va indiquer la résistance. Alors, le condensateur ici, il est dit passif. Il est passif. Parce que le condensateur ici est... Le condensateur ici, il est, on va dire, une charge. Une charge. C'est une charge. C'est-à-dire que le générateur va fournir de l'électricité au condensateur. Donc, le condensateur est dit passif. Il accumule l'énergie électrique provenant du générateur, il l'accumule. Et d'ailleurs, il va le stocker, parce qu'un condensateur, c'est un stockage de charge. Oui, mais dès le moment où vous ouvrez ceci, le condensateur il est chargé. Si vous avez ramené des charges électriques,
Mais le condensateur va se charger en énergie électrique via une loi, bien sûr, qui est une loi exponentielle. C'est une loi exponentielle de charge. On a avec une constante de temps. Bon, mais là n'est pas la question. Si je raccorde ceci maintenant, toujours avec un interrupteur, pas tout de suite, hein, je ne vais pas le raccorder tout de suite, je place un interrupteur. Et que je ferme l'interrupteur, à ce moment-là, les charges qui étaient ici vont se décharger au travers de la résistance. On a une loi de charge et de décharge de condensateur. Et donc à ce moment-là, le condensateur n'est plus passif, mais il est dit actif. Il devient une source d'énergie. Il devient une source d'énergie. Quel type d'énergie? Électrique. Donc quand un condensateur reçoit de l'énergie électrique, il est passif. C'est comme un récepteur. Voilà, il a une charge, il réceptionne de l'énergie électrique. Alors que le générateur génère de l'énergie électrique. Voilà. Ça, c'est quand on a fermé l'interrupteur ici et qu'on a ouvert là. Quand on a fermé ici et qu'on a ouvert là, le générateur est dit passif. Parce que le générateur génère des charges électriques pour les renvoyer vers le condensateur. Le condensateur prend ces charges. Il les accumule. Il les accumule, j'ai bien dit le mot accumuler. Il accumule des charges. Il les stocke. Stocker, c'est accumuler. Dès le moment où on interrompt le circuit ici, le condensateur est chargé. Il a un certain stock de charges. C'est comme vous pouvez avoir une analogie avec un stock de marchandises. Vous ramenez par camion des marchandises, des moments où vous ne faites pas circuler la marchandise, vous ne la faites pas sortir, elle est dans le stock. C'est un peu la même chose. Maintenant, si vous fermez le circuit ici, là, le condensateur, il n'est plus passif, il est actif. Autant il était passif quand il recevait les charges provenant du générateur, maintenant, il est non plus passif, mais actif. Parce que l'interrupteur ici, il est ouvert, mais là, il est fermé. Donc, le courant va circuler au travers de la résistance, au travers d'une loi exponentielle. Mais là, la résistance est passive, mais le condensateur est actif. Parce qu'il devient générateur. Ça veut dire qu'il va fournir les charges. À qui? À la résistance. Donc, c'est comme si on avait un espèce de générateur. On a accumulé des charges, il devient un générateur. Voilà, dans un premier temps, on le charge, il est passif, mais après, quand on lui dit de travailler, mais voilà, ces charges qu'il a stockées, il va les renvoyer à la résistance. Et on aura un courant à la résistance avec une différence de potentiel au niveau de la résistance, qui va bien sûr être suivant une loi exponentielle. Donc ça veut dire que le condensateur, c'est un élément qui, à un moment donné, il est actif, à un moment donné, il est passif. Mais maintenant, si vous fermez ceci, ici, et là, on aura le condensateur qui va jouer le rôle d'actif et passif en même temps. Alors maintenant, il faudra faire un bilan de charge électrique et de savoir, est-ce qu'il reçoit plus de ce côté-là, dans la maille ici, que ce qu'il en ressort ici, ou alors est-ce qu'il en ressort plus ici, que ce qu'il en charge ici. Bon, et là, la loi va dépendre de, va dépendre de la valeur de la résistance ici, de la valeur du condensateur, va dépendre de la force électromotrice ici, c'est les grandes et les petites, etc. Donc on peut faire un bilan d'énergie électrique. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que c'est une analogie avec les systèmes calorifiques. Vous apportez de la chaleur, Q1, Q2, Q3, à l'initiale. Voilà. J'apporte une chaleur Q1, j'apporte une chaleur Q1, ou le milieu extérieur, j'apporte. Quand je dis j'apporte, c'est le milieu extérieur qui fournit, peu importe la nature de la chaleur, c'est pas le but d'étudier la nature de la chaleur, mais c'est juste pour vous dire que on aura voilà,
des quantités de chaleur qui vont être fournies. Tout comme le condensateur, on avait des quantités de charge. On avait une quantité de charge. Ici, on aura des quantités de chaleur. Bien sûr, on aura un bilan, puisqu'il y a des quantités de chaleur qui vont rentrer et des quantités de chaleur qui vont sortir. Alors, quand on fait le bilan, c'est un peu comme le bilan ici, le bilan de charge. C'est un peu comme le bilan que vous avez ici de charge électrique. Vous allez faire un bilan. Ça veut dire qu'on va, peu importe ce qui va se passer, on aura une somme d'entrée, une somme de sortie, une somme de charge. Voilà, ici je vais appeler ça les QI, Q1, Q2, Q3. Voilà. Alors, quand on a une flèche qui rentre, ici on a le système. Et les QI sont apportés par le système extérieur, qui peut être un autre système, bien sûr. Hein. Voilà, on a le milieu extérieur qui peut être un autre système. C'est un autre système qui fournit voilà, l'énergie. Voilà, mais on étudie, à proprement parler, un système qui est celui-ci, un système dans l'univers qui est le système d'étude. Le restant est milieu extérieur. Alors, on a des énergies voilà, qui sont fournies par le système, qui sont fournies par le milieu extérieur au système. Hein, c'est toutes les flèches entrantes ici. Ah, j'en ai une ici. J'en ai une ici. Voilà. J'en ai encore une ici. J'en ai encore une ici. J'en ai encore une ici. Et c'est toutes les flèches entrantes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bilan global. C'est la somme des énergies entrées. Donc on n'aura qu'une grosse flèche. On n'aura qu'une grosse flèche. C'est-à-dire c'est tout ce qui est fourni par le milieu extérieur. C'est la somme des énergies qui sont fournies par le milieu extérieur. Maintenant vous allez me dire, oui, mais ici, il y en a qui sortent. C'est comme ça qu'on fait un bilan. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que sortir? Qu'est-ce que le système fournit au milieu extérieur comme énergie? Mais il va fournir cette énergie-là, cette énergie-là. Et au bout du compte, au total ben, il va fournir une certaine quantité d'énergie comme ceci. Et on fera le bilan. Entre la totalité de ce qui est de ce que le milieu extérieur a fourni au système et la totalité de ce que le système a fourni au milieu extérieur. Et si c'est plus grand d'un côté ou de l'autre, on sait voir le delta Q. C'est le delta Q qui va dire, bon, qui va dicter si on a donné plus ou moins. Si delta Q est positif, ça veut dire qu'on a donné, le système extérieur a donné le système final. Puisqu'on fait toujours delta Q, c'est Q final moins Q initial. C'est-à-dire que le Q final est plus grand. Si delta Q est positif, c'est-à-dire que le Q final, c'est-à-dire que la flèche que vous avez en rouge ici, la flèche que vous avez ici en rouge, est beaucoup plus grande que la flèche verte. Voilà. Maintenant, si delta Q est négatif, c'est la flèche verte qui l'emporte sur la flèche rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle un bilan calorifique. Tout comme on peut faire un bilan électrique sur un condensateur. Et alors, l'analogie est la même, parce qu'on parle de quantité de charge pour le circuit électrique, mais on parle de quantité d'électricité, quand on dit quantité de charge, c'est quantité d'électricité. Quand on parle de quantité de chaleur, ici, ben, on appelle Q. Voilà. Alors, on parle de condensateur, mais un condensateur, ça a ce qu'on appelle une capacité électrique. Bon, d'un condensateur à l'autre, c'est pas le même. C'est la capacité à accumuler des charges électriques. Mais ici, on parlera, par analogie, de capacité thermique. Pour le système thermique. Donc vous voyez qu'entre l'énergie électrique et l'énergie thermique, ben, l'analogie se fait vite au travers du condensateur. Là, on a la capacité thermique. Alors, certaines lois au niveau des chaleurs sont exponentielles. Hein.
La loi bon, généralement, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve comme loi? En science, on a des lois linéaires, des lois exponentielles. Bon, voilà, par exemple, si je prends la réaction des vitesses, on peut retrouver des exponentielles dans les réactions chimiques, on peut retrouver des exponentielles. Enfin, c'est vrai qu'il existe le premier ordre, l'ordre 0, 1, 2, 3, enfin, tout ce qui est au-dessus de l'ordre 3, mais voilà, la plupart du temps, on retrouve en science des lois linéaires, des lois exponentielles. Ici, le condensateur, si on met un générateur qui est une tension continue, on va avoir voilà, une charge et des charges exponentielles. Voilà. Mais on peut avoir voilà, il y a des matériaux qui ont des lois exponentielles au niveau thermique, hein, au niveau voilà, de la capacité thermique. Voilà, certains matériaux, c'est des lois exponentielles. C'est des lois exponentielles. Bon. Donc on retrouve des analogies voilà, relatives à des circuits RC. Mais ici, la capacité thermique, donc, c'est la capacité à accumuler, qu'un corps peut accumuler comme énergie thermique en déant, je veux dire, une variation de température. Pour une variation de température, on va avoir une variation de chaleur. Attention qu'on peut avoir les deux cas de figure. Hein. On peut avoir apporté de la chaleur. Donc la cause, c'est qui? C'est la variation de chaleur. On va avoir une variation de température. Ça, c'est l'effet. Mais on peut avoir le contraire. On peut avoir, on augmente une température, mais on a une variation de chaleur. On peut avoir le contraire. Voilà. Donc ici, la capacité thermique, c'est la capacité qu'a un corps à stocker de l'énergie thermique, en fonction d'une variation de température. Vous voyez qu'ici, je parle en fonction d'une variation de température. Donc, je dis que le Q va varier en fonction de delta T. Le delta Q va varier en fonction de delta T. Alors qu'on peut faire aussi le contraire. Je fais varier le delta Q, j'aurai en conséquence une variation de température. Vous voyez, ça dépend comment on prend la chose. Voilà. Ceci étant dit, voilà, donc on a la capacité thermique d'un corps. Là, c'est la capacité, la faculté d'un corps à accumuler de l'énergie thermique, de l'énergie calorifique, en fonction d'une variation de température. Et bien sûr, on formalise une base donnée, voilà, et on peut les comparer. On formalise une base dans le sens où on va mettre l'eau qui vaut une calorie. On va formaliser l'eau, on va faire définir la calorie comme étant l'élévation d'1 degré. D'ailleurs, je l'ai fait ici, hein, je peux vous le montrer. Voilà, je vais reprendre pour l'eau. Ben, on va formaliser la définition de la calorie par rapport à l'eau. Ça veut dire que l'eau, c'est quoi? Ben, l'eau, c'est, par définition de la calorie, ben, on va aller rechercher la chaleur spécifique de l'eau. Il va constituer une base qui vaut 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Donc, vous retrouvez l'équivalent de la chaleur. Il y en a qui mettront 4,184, d'autres 4,185. Et ici, moi, j'ai pris 4,186, lequel des trois est le plus précis au niveau plus précis dans le sens erreur relative, erreur absolue. Je n'en sais pas plus. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas de matériel de labo pour vous faire des labos et vous montrer ici. Donc j'en sais pas plus. Je n'ai jamais été voir les erreurs relatives des trois valeurs. Mais bon, moi, je me tiens à 4,186. Il est vrai que si vous faites des calculs avec des grands nombres, mais les erreurs vont vite apparaître. Bon, on retrouve l'équivalent de la mécanique de la calorie, bien sûr, pour l'eau, qui vaut 4,186. Bon, et ça, si je prends un gramme et je prends 1 degré Celsius, eh bien, il faudra apporter une chaleur de 1 fois 4,186 fois 1, c'est-à-dire 4,186 joules. Ça veut dire que 4,186 joules par gramme et par Kelvin constitue, je veux dire, la chaleur nécessaire pour faire élever un gramme d'un corps de 1 degré, c'est-à-dire par exemple de 14,5 à 15,5. Voilà. Et ce 4,186 joules qui est ici, eh bien, constitue une base qui est la calorie. On arrive à une unité, on crée une unité. 4,186 représente une unité de calorie. Mais attention, c'est de l'eau. La base, la calorie, c'est par rapport à l'eau. Donc ce qui veut dire que maintenant, si on veut comparer d'autres éléments, si j'ai le nombre de calories d'un autre élément,
connaissant bien sûr sa valeur en joules, je passe en calories, ou en kilocalories, peu importe, je peux me ramener et me comparer par rapport à la valeur de l'eau. À la valeur de l'eau. Puisque l'eau fait une calorie. Pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré Celsius, c'est une calorie. Donc je peux le comparer par rapport à d'autres matériaux qui voudraient autant de calories. Ça veut dire que j'élèverai la température de ce corps d'1 gramme pour 1 degré. Et je comparais par rapport à l'eau. Donc on sait faire des comparaisons. Donc on sait voir qui sont les capacités thermiques les plus grands, les comparer entre eux. Qui est le plus grand, qui est le plus petit. Voilà, s'il y a un corps qui sait plus accumuler de chaleur pour une même variation de température, etc. On sait comparer ça. On sait comparer ça. Voilà. Donc ceci étant dit, je reviens à mon exercice ici de recherche de chaleur massique. Voilà, tout a été dit. Maintenant, je peux faire l'exercice. Donc on a de la matière qui est du bois. La capacité calorifique du bois, ben, on ne la connaît pas justement. On recherche la chaleur massique du bois. C'est ce qu'on cherche, qui est la chaleur massique. Là. Donc ça constitue une inconnue, c'est X. X, mais joule par gramme et par degré. On travaille ici, c'est la calorimétrie, c'est thermodynamique physique. Calorimétrie physique. Il n'y a pas de mole, il n'y a pas de Kelvin. Voilà. C'est des grammes. Et c'est des degrés Celsius. Donc, capacité calorifique ou massique du bois, c'est le C du bois, qui est inconnu. La masse du bois, ben, on a introduit 1 kg. Mais ici, comme on a X qui est en joules par degré par gramme, ben, je vais travailler en grammes. 1 kg, je vais le transformer en grammes. Ce qui fait 1000 grammes. La température initiale du bois, ben, elle est de 20 degrés. Voilà, température initiale du système calorimétrique, pour lequel il y a un échantillon de bois dedans. On va passer de 20 à 44, donc la température initiale est de 20, le système évolue vers une température de 44, ce qui fait que la variation de température du système, bon, entre le système final et le système initial, la variation de température vaut 24, 44 moins 20, ça fait 24. Alors le delta Q du bois, ben, on a dû fournir un apport de chaleur de 10 kilocalories. Alors je vous rappelle que, je viens de le dire, 10 kilocalories, mais 1 kilocalorie, oui, ici j'ai pris 4,184, j'aurais dû prendre 4,186. Parfois je calcule avec 4,180. Je vais bien mettre 4,186. Hein. Bon, je peux mettre 4,185. Bon, hein, je peux mettre 4,184. Voilà, mais moi ici j'ai travaillé avec 4,186. Comme ça je vous le dis. Ouais, si vous travaillez avec 4,184, vous allez avoir des petites légères différences. Voilà, mais j'ai travaillé avec 4, ou je crois que j'ai travaillé avec 4,184. Oui, j'ai travaillé avec 4,184 ici. Je m'excuse. Si je l'ai indiqué, c'est parce que j'ai travaillé avec 4,184. J'aurais pu travailler avec 4,186 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc 4,184 c'est bon, 4,185 c'est bon, et 4,186 c'est bon. Bah voilà, c'est bon parce qu'ils sont considérés bons et précis. Précis jusqu'à une certaine valeur de précision. Laquelle est plus précise des trois, je n'en sais pas plus. Donc j'ai travaillé avec une calorie, c'est 4,184 joules, ce qui veut dire que ici, on a 10 kilocalories. Mais 10 kilocalories, ben, c'est 10 000 fois 4,184. Parce qu'un kilo, c'est 10 000. Il y a 10 000 calories. Or ici, une calorie fait 4,184 joules. Mais ici, j'ai 10 000 calories. 10 000 calories, ben, c'est 10 000 fois 4,184, ce qui fait 41 840 joules. Et si on veut le mettre en kilojoules, je dois diviser par 1000. 41 840 joules fait divisé par 1000, 41,84 kJ. Voilà. Ça, c'est pour le positionnement des données. Les données sont là. Donc, on a la chaleur en joules, kilojoules, en kilocalories. Bon, on a 3 unités. Voilà. J'ai le joule, j'ai le kilojoule qui est 1000 fois le joule, et j'ai la kilocalorie. Bon, voilà, c'est une transformation tout simplement d'unité d'énergie du kilocalorie vers le joule et le kilojoule. Ceci étant dit, ben maintenant recherchons la chaleur massique, ou ce qui est demandé, la chaleur spécifique. Bon, qu'on appelle capacité calorifique, par analogie avec le condensateur, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un peu la capacité d'un condensateur. Donc ici, c'est la capacité non pas d'un condensateur électrique, mais la capacité d'un thermique, capacité d'un corps
à accumuler de l'énergie thermique. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Bon, on appelle ça aussi chaleur massique. C'est la chaleur massique. Parce que c'est la chaleur nécessaire pour faire chauffer 1 kg d'1 degré. Ouais. Mais quand je dis la chaleur massique, pour faire chauffer 1 kg d'1 degré, mais j'obtiendrai le résultat en kilojoules. Parce que si je le calcule en joules, qu'est-ce que c'est que la chaleur massique? C'est la chaleur nécessaire à fournir une masse d'1 gramme pour élever sa température d'1 degré Celsius. Voilà, c'est pour ça qu'on dit chaleur massique. Non, on parle, ce terme-là, il y a un ancien dérivé de capacité calorifique. Et chaleur massique, c'est la chaleur spécifique. Voilà, chaleur spécifique. Alors, pas confondre chaleur massique et chaleur molaire. Pas confondre chaleur spécifique et la chaleur massique, capacité calorifique et la chaleur massique. La chaleur molaire, c'est par rapport à une mole. Une mole. Voilà. C'est pas, la formule n'est pas MC delta T, mais c'est-à-dire quand je dis MC delta T, c'est Martin, M de Martin, C ou CS, chaleur spécifique, fois la variation de température. Voilà. Dans le cas de chaleur molaire, bon, on aura N de Nestor. Nestor, c'est-à-dire nombre de moles fois chaleur molaire, Cm, et non pas Cs, fois delta T. Voilà. Ceci étant dit, de toute façon, on n'est pas ici en thermodynamique ou thermochimie, on est ici en calorimétrie physique, et non pas thermodynamique. Donc j'ai pas de mole et j'ai pas de chaleur molaire. Voilà. Alors, comment trouve-t-on la chaleur massique? La chaleur massique, ben, il suffit de faire, bon, appliquer la formule, C est égal à delta Q divisé par M fois delta T. Donc vous voyez que la calorimétrie permet de chercher la capacité calorifique d'un corps, connaissant, en déant la connaissance de la chaleur, de la masse et de la variation de température. Et vous pouvez voir ici que j'ai appliqué cette formule-là. C'est-à-dire que j'ai fait tout simplement le delta Q, mais lequel delta Q? Parce qu'il y a différentes unités. Eh bien, le delta Q, vous devez le mettre en joules. Donc, je dois aller rechercher le joule ici, 41 000, divisé par la masse, bien sûr, qui est en grammes, c'est-à-dire 1000 grammes, et divisé, quand j'ai le résultat, bien sûr, je dois le diviser, parce que sinon, j'ai la chaleur massique divisée par, entre parenthèses, une multiplication de masse et de variation de température. La variation de température est de 44 moins 20, ce qui fait 24 degrés. Voilà, et j'obtiens 1,744. Et là, je pourrais vous dire d'aller voir sur Internet qu'il s'agit bien, je veux dire, du bois. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité calorifique ou chaleur massique ou la chaleur spécifique du bois. Vous pouvez aller faire une comparaison et aller voir sur Internet. Bon, ceci étant dit, l'exercice, là, il est terminé. Bon. Mais je voulais introduire d'autres choses. Par rapport à cet exercice-là, regardez bien. Je vais rechercher la variation de température pour une masse donnée et une chaleur donnée, toujours pour ce même corps qui est du bois. Donc on connaît la capacité calorifique du bois, ou la chaleur massique du bois, qui est 1,7433. Voilà. Alors, maintenant je vais introduire une masse. Je ne sais pas, je peux introduire par exemple 200 000. 200 000 grammes, ce qui fait 2000 kg. Ouais, il suffit de diviser par 1000. Hein. 2000 kg. Je divise par... Je peux mettre en tonnes. Puisqu'ici j'ai mis beaucoup. Hein. J'ai introduit n'importe quoi. Mais voilà. 2 tonnes. J'ai 2 tonnes. Donc j'ai introduit 2 tonnes de matière. Bon, ici, vous comprendrez que pour un calorimètre, 2 tonnes, bon, je sais que c'est un petit peu exagéré. Je vais diminuer ça. Je vais mettre, allez, 4 kilos. Voilà, 4 kilos. Là, j'ai 4 kilos. 4 kilos de bois. Et je vais introduire, bon, la capacité thermique, elle ne bouge pas. Le delta Q, on va mettre, je vais taper une énergie de
je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre comme énergie? Je vais apporter 5, allez, on va mettre 5 millions, 5 millions de joules, hein. 5 millions de joules. Voilà. Ce qui fait 1196,17 kilocalories. Et si je mets 1196, ben, j'ai une variation de température de 717. 717, voilà. Comment j'ai calculé ça? Ben, par la formule delta T est égal à 1 sur MC fois delta Q. Vous l'avez ici. Vous l'avez ici. Maintenant, je vais introduire ça dans l'énoncé. Vous allez voir qu'on va retrouver ce fameux 1,7433. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez avoir la masse, enfin la chaleur spécifique, la chaleur massique du bois, il faut rentrer 4 kg. Je dois rentrer 4 kg. Donc, ici, je dois rentrer 4 kg. Voilà, les kilos sont là. Donc, je vais dans l'énoncé et j'introduis 4 kg. Vous avez compris pourquoi maintenant j'ai stocké au départ ceci? C'est pour ne pas perdre mes données. Vous voyez ici, j'ai stocké ceci pour ne pas perdre mes données parce que je vais devoir les changer. Et vous allez voir que je vais retrouver mes 1,743 de chaleur spécifique de bois. Alors pour ça, il faut que j'introduise 4 kg. Donc, ces 4 kg, ils sont là. Ouais, j'étais mal placé. Je dois être ici. Voilà, 4 kg. Voilà, j'ai introduit 4 kg. Bon, mais vous voyez bien que la chaleur spécifique a changé. C'est normal parce que c'est tout à fait normal. Parce que je n'ai pas la paramètre pour avoir la chaleur spécifique du bois. J'ai mis 4 kg. Je vais vous montrer ça tout de suite. La chaleur spécifique du bois a changé. J'ai plus mais 1,47 33 ou 74,33, je ne me rappelle plus combien ça faisait. Voilà. Je peux aller le chercher, hein. Là-bas je l'ai mis ici, 1,7433. Voilà. Je n'ai plus, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que je n'ai bougé qu'à la masse. Il faut que je bouge à la chaleur et à la température, chose que je vais faire tout de suite. Alors on a dit que pour avoir 1,74, eh bien je dois changer. Donc la masse, j'ai bien mis 4 kg. Hein. 4 kg, voilà. Mais je dois introduire une énergie de 1196,17 kilocalories. Je vais le faire tout de suite. Je vais introduire ça dans l'énoncé. Donc le nombre de calories, là, c'est égal à 1117 qui se trouve ici. Voilà, 1196. Et maintenant, la variation de température est de combien? Voyons voir. C'est vrai que c'est un petit peu petit, hein, il faut chaque fois changer, c'est un petit peu délicat. Voilà. Alors j'ai dit que quand on rentrait 4 kg et qu'on mettait une énergie de 1196 kilocalories, là on a une variation de température de 717 degrés. Ce qui veut dire que si je commence à 20, si je commence à 20 degrés, ben, je dois faire 20 degrés plus les fameux 717 que je viens de vous montrer. Plus, que je vais rechercher les 717. Voilà, qui sont ici. Voilà. Et cette fois-ci, normalement, je dois avoir 1,74. Effectivement, je les ai. Effectivement, je les ai. En gros, hein, parce que normalement, c'était 1,7433. Mais c'est vrai qu'ici, bon, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc, on retrouve le bois. Donc, vous voyez que pour retrouver le C du bois, si je vais changer les données, mais je dois mettre 1196 kilocalories. Je dois prendre une masse de 4 kg. Et bien sûr, faire passer. C'est un exemple. Hein, bon, il existe une multitude d'exemples qui vont donner le C. Vous allez prendre le 20 degrés et 737 degrés. Mais le 737 degrés, c'est énorme. Hein. Voilà. Et 4 kg, c'est déjà beaucoup. Voilà. J'aurais pu prendre une petite masse. Je peux changer. Hein, pas un problème.
Voilà, j'ai pris une masse de 4 kg. Alors ça, c'est sur base de quoi? D'une variation de température. Bon, voilà, variation de température. C'est la recherche d'une variation de température connaissant une masse fixée et une chaleur donnée. Voilà, et là, on obtenait 717. Alors maintenant, je calculais la chaleur pour une masse donnée, une température donnée. Donc, delta Q est égal à MC delta T. C'est-à-dire que je rentrais une masse, par exemple, je sais pas moi, tout à l'heure c'était trop gros, 4 kg, je vais mettre 3 kg. Donc on va mettre 3 kg, c'est 3000 grammes. Voilà, là j'ai bien 3 kg. Alors si je mets 3 kg, le C du bois il est toujours de 1,74. La variation de température, je vais mettre une petite variation de température. Voilà, je vais mettre 20. Et là, il faut, si j'ai 3 kg et 20 degrés Celsius, ben, la chaleur sera apportée de 104 600 joules, ça veut dire 24 kilocalories. Bon, on va changer ça tout de suite. Voilà. Je vais mettre égal à 24 kilocalories, hein, qui est ici, 24,98, voilà. La température est de la température initiale plus la variation, plus la température, voilà, à 5, plus, donc c'est 20 degrés, plus, j'avais dit que c'était une variation de température de 20 degrés, ce qui voudra dire qu'on aura 40, on va passer de 20 à 40, voilà. Alors, la masse, j'ai dit que je prenais 3 kg. Voilà. Je prends une masse de 3000 grammes, ce qui fait bien sûr 3 kg. Donc, je vais aller introduire 3 kg comme masse. Là, je vais mettre directement 3. Voilà. Et là, vous voyez que si je mets 3 kg, si je mets 24,99 kilocalories, et que je fais varier de 20 à 40 degrés, regardez qu'est-ce que j'obtiens comme chaleur massique. Mais c'est celle du bois, du fameux bois. Donc je sais mettre mes paramètres de telle manière à obtenir mon C du bois. Alors si c'est trop haut, comme tout à l'heure, si je mets 50 kg, ça n'ira pas dans mon calorimètre. Bon, voilà, 50 kg, ça n'ira pas. Je prends une petite masse. Je peux même mettre des grammes, hein, 20 grammes, 30 grammes, et je vais regarder la chaleur qu'il faut. Voilà. Bon, mais là j'ai mis 3 kg. 3 kg et une petite température de 20 à 40. Bon, le calorimètre, il peut faire ça. Parce que tout à l'heure, 700 degrés, c'est beaucoup. 700 degrés, c'est beaucoup. Les trop grandes chaleurs, c'est énorme. On ne peut pas les apporter. Hein. Il faut des fours spéciaux hein, si vous voulez des trop grandes chaleurs. Voilà, donc il faut rester raisonnable aussi. On sait, il y a une limite ici. Il y a une limite, je veux dire, physique. Une limite physique dans le sens matériel. Voilà, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type de chaleur. C'est bien de le faire par calcul. Par calcul, vous pouvez idéaliser ce que vous voulez par calcul. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Hein, parce qu'en fait, en réalité, du matériel, soit vous avez du petit matériel et vous n'avez pas la possibilité d'acheter du gros matériel pour aller au-delà des possibilités, soit vous êtes limité. Donc c'est bien, le calcul c'est bien, ça permet de vous dépasser au niveau, voilà, on peut idéaliser tout avec le calcul, c'est bien. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut, modéliser, idéaliser, faire ce qu'on veut. On est dans un monde virtuel avec le calcul. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Parce que bon, il vous faut du matériel, plus il faudra du matériel qui apportera de la chaleur, et plus à un moment donné, ça va coûter. Ça va coûter. Voilà. Vous ne pouvez pas monter à n'importe quelle température, il faut des fours qui montent à des très hautes températures, et là, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, et apporter des grandes chaleurs, ça coûte très cher. Voilà, c'est des fours. Voilà. Bon, je vous rappelle que certains éléments vont passer à la fusion. Hein. Ouais, à certaines températures, ils vont passer à la fusion, et si vous êtes encore au-delà d'une certaine température, vous allez passer à gaz pour certaines substances. Voilà, donc ici, j'ai mis quelque chose de raisonnable par rapport à un calorimètre, j'ai mis 3 kg. Je peux en mettre des grammes, hein, je peux mettre des échantillons en grammes. Pas de problème, je peux changer dans mon... je peux le faire. Hein. Regardez, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre 200 grammes. Je vais mettre 200 grammes, là. Je vais regarder la chaleur nécessaire pour si je mettais 200 grammes. Alors 200 grammes, je vais mettre 200
Voilà, 200 grammes. Ce qui fait 0,2 kg. Voilà, 0,2 kg. Mais à ce moment-là, il faut une variation de chaleur qui va être de 6900 en kilocalories, parce que bon, dans l'énoncé, il est en kilocalories. C'est 1,666, donc je vais aller mettre ceci dans l'énoncé. Donc, en kilocalories, oui, il est déjà mis. Hein. Si ce n'est que, bon, je dois tirer ceci. Oui, il a mis 67. Voilà. Ça, c'est ce qui est en calcul. Donc, je dois porter 1,66 kilocalories pour une température de celui-ci vaudra non plus 40 degrés. Je vais aller le chercher tout de suite. 200 grammes. Il faudra mettre 20 degrés. Voilà, 20 degrés. Vous le voyez ici, variation de température. Si je mets 200 grammes, 20 degrés. Et à ce moment-là, si on met 20 degrés, les kilocalories, je vous ai dit que c'était ça. Mais il reste à changer la masse, hein, parce que je dois mettre 200 grammes. Par contre, ici, je dois faire plus la température initiale que je n'ai pas encore fait, parce que voilà, il faut rajouter 20 degrés. Voilà, là, je suis à 40. Avec 1,66 40. Par contre, ici, la masse, je dois changer. Hein. Je vais mettre 200 grammes. Donc, si je mets 200 grammes, voilà. Eh bien, là, vous voyez, si je mets 200 grammes, j'ai... Ah, la capacité calorifique n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon? Ah oui, j'ai mis 200 kilos. Ce qui fait 0... Ouais, je vais aller chercher les kilogrammes. Hein. Ça, c'est égal à... Là, 0,2 et pas 200 grammes. Parce que sinon, l'énoncé est en kilos. Si je mets 200, c'est 200 kilos. Alors que c'est 200 grammes, c'est 0,2. Et là, maintenant, regardez bien que je retrouve la chaleur du bois. 1,74. Voilà, il est là. Et donc, ça, c'est un programme qui pourrait mentionner, par exemple, si je mets 500 grammes, eh bien, il faudra apporter une température, si je mets une température de 40, voilà, mais il faudra apporter une chaleur de 8,329 kcal. Bien sûr, plus vous mettez la chaleur haute, et plus la kilocalorie, il faudra les apporter. Hein. La chaleur, il faudra les apporter par un système extérieur. Voilà. Bon, et là, moi, si je mets pour 100 grammes, il faudra beaucoup moins de chaleur, parce qu'il y a qu'une masse petite, beaucoup moins. Voilà. Et si je mets un échantillon de 5 grammes, ben, voilà, j'ai 0,104 kcal à apporter. Voilà. Et là, on aura une variation de température de 50, ça veut dire 20 à l'initiale plus 50, ça fait 70 degrés. Donc on passera de 20 à 70. Voilà, là la chaleur c'est 0,01, 0,104. Voilà, on aura 0,01 kg. Voilà, donc c'est un petit programme, si vous voulez faire un petit laboratoire, ben, de savoir la chaleur nécessaire pour laquelle la température va évoluer vers une certaine valeur par rapport à une température initiale voilà, de 20. Voilà, que faudrait, et une masse donnée. Donc j'ai introduit la masse. Je prends un petit échantillon de 0,01 kg qui fait 100 grammes. J'aurais pu mettre 200 grammes, 300 grammes, 30 grammes, peu importe. Eh bien, je sais calculer à partir de la masse, ben, la chaleur en kilocalories qu'il faut et la variation de température qu'il faudrait pour faire le laboratoire pour trouver le C du bois. Le C du bois. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo que bon, on peut l'utiliser en tant que voilà, balance pour rechercher les masses. Voilà. Alors comment rechercher une masse? Au travers de la formule, c'est 1 sur C fois delta Q sur delta T. Voilà.
Alors, ce qui veut dire, quand je cherche une masse, j'ai la variation de chaleur, delta Q. Voilà, j'ai introduit variation de température, delta T, une température, hein, je sais pas, moi je peux mettre 25 degrés. Ça veut dire que si je passe de 20 à de 20, j'irai de 20 à 45, parce que 20 plus 25, ça fait 45. Voilà. Alors, là, on a toujours le C du bois, la chaleur spécifique du bois, 1,7433. Et là, voilà, si je devais mettre une énergie, je ne sais pas moi, je vais calculer, faisons voir pour 20 grammes. Je vais mettre 20 grammes. Il faudrait une énergie de 416,47. Non, je m'excuse, 0,41 647 kilocalories, parce que je suis en kilocalories. Donc en joules, ce qui me ferait 1743 joules ici. Si je mettais 20 grammes à 50, voilà, 20 grammes à 50, là il me faudrait une énergie de 1743 joules. Donc si je mets 1743 joules ici, en variation de chaleur, je mets une température de, pour 1743 joules, je dois mettre 50 degrés. Il est indiqué ici. Donc ici je dois mettre 50. 50. Voilà. Le C, il est connu. Ah non, ici je me suis trompé. Ça c'est le C, donc ça c'est le C, je m'excuse, c'est le C du bois. Ce que je dois changer, c'est ceci, la température. Puisque là pour 20 grammes, le C étant connu du bois, je dois mettre 50 degrés pour avoir cette chaleur. Donc si je mets cette chaleur de 1743, je dois mettre 50 degrés. Voilà. Le C du bois ne change pas. Et je retrouve 20 grammes. C'est normal. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, j'ai retrouvé mes 20 grammes ici. Les 20 grammes qui sont ici, ils sont là. Donc en tapant les données ici, mais je retrouve mes 20 grammes. Ce qui veut dire que si je devais prendre une quantité de chaleur quelconque, 5000 joules, je mets 5000 joules, voilà, je mets une température de 20, ça veut dire que j'ai introduit une masse de 143 grammes. Donc je sais déterminer la masse. Ça veut dire que la masse qui est mise est de exactement 143 grammes. Donc je sais mesurer les masses. Je fournis une énergie, je regarde la variation de température qu'il y a, voilà, par rapport à la température initiale, hein, peu importe si elle est de 20 au départ. Ici, dans ce cas-ci, j'ai mis 20 degrés, ça veut dire que bon, elle va passer de 20 à 40. Hein. Pourquoi de 20 à 40? Parce que la température initiale ici est de 20. Mais maintenant, si je suis à 5 degrés, je dois faire 5 plus les 20 degrés ici. Ce qui fait 25. De 5 à 20, 5, et une élévation de 20 degrés, à partir de 5, ça fait 5 plus 20, ça fait 25. Donc j'introduis la chaleur, c'est-à-dire introduire, c'est dans le sens si je fais un laboratoire, ben, j'apporte la chaleur de 5000 joules, c'est-à-dire 5 kJ. Et 5000 joules, c'est 5 kJ. Hein. Donc j'apporte une chaleur de 5 kJ. Voilà, j'apporte une chaleur de 5 kJ. Je lui mets 20 degrés Celsius. Je connais le C du bois, il est connu, il est déterminé, 1,74363. Peu importe, hein, j'aurais pu mettre une autre matière. Eh bien, je sais déterminer la masse de la matière. Voilà. Je sais qu'on a placé un échantillon de 143 grammes. Donc, c'est une manière de calculer les masses. Et vous allez me dire, oui, mais la balance fait ça. Ah oui, c'est beaucoup plus facile de le faire avec une balance que de le faire, parce que là, il suffit de poser, et la balance va directement, soit c'est une balance électronique ou une balance, voilà, une balance à aiguille. Soit une balance digitale ou une balance à aiguille. Bon, on peut le balance à travers des capteurs de force. Hein, capteurs de force, voilà. Une balance digitale à partir de capteurs de force.
Voilà, donc ici, on a mesuré la masse de l'échantillon. Donc ça fait office de balance. Mais c'est trop lourd pour mesurer des masses. C'est trop lourd parce qu'il faut apporter une certaine chaleur, mettre un thermomètre, avoir le calorimètre, faire les calculs pour avoir la précision. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Notamment quand vous faites un laboratoire sur le calorimètre, ça ne se passe pas directement comme ça. Il faut faire des pré-laboratoires pour calculer la valeur en eau du calorimètre. Voilà. Donc il faut préparer tout ça. C'est assez lourd pour calculer une masse. Pourquoi pas? Mais on peut le faire, on peut calculer une masse. On peut calculer une masse d'un échantillon, mais c'est trop lourd. Il existe des balances pour ça, pour calculer les masses. Voilà, sur ce, je vous remercie.